Tous les alchimistes ont eu ou ont pour but d'arriver à la pierre philosophale qui permettrait l'obtention de l'élixir de longue vie et la transmutation des métaux vils en or. Réalité ou légende, cette interrogation a traversé les siècles. Témoignage exceptionnel et sans doute première mondiale, nos alchimistes vont présenter devant notre caméra tout le processus jusqu'à la concrétisation. Cette mise en œuvre et le résultat obtenu, interpellant, engagent uniquement leurs auteurs sur l'authenticité des faits. La voie sèche comporte 3 étapes. La première, appelée première œuvre, commence par l'incontournable cueillette de la rosée, comme dans la voie humide. Paracelse avait une excellente définition. Il disait qu'elle était issue de l'exsudation des astres, la transpiration des étoiles. Et Virgile, quant à lui, disait la lune, verseuse de rosée. Donc à la pleine lune, la rosée est beaucoup plus importante et féconde. Voilà la toute première opération que subit notre matière ou notre dragon des philosophes. C'est une opération un peu particulière qui porte le nom d'assation, où la matière cuit dans son jus et est aidée évidemment par la rosée. Alors, elle va changer de couleur et elle va se préparer en quelque sorte au grand œuvre. Ensuite, donc elle va être exposée à la lumière de la lune et des étoiles et elle entrera dans le grand œuvre sous forme de prima materia préparée. La rosée est aussi distillée afin d'obtenir un premier sel qui sera ensuite exposé dans un four solaire. Nous assistons ici à la confortation du précieux premier sel issu de la rosée. C'est ici la preuve manifeste que le grand œuvre alchimique est d'essence solaire. Le soleil est le père de la pierre. Le premier sel obtenu est de couleur blanche. Le deuxième de couleur ocre est le résultat d'une autre cristallisation, toujours à base de rosée. Donc les deux sels constituent tous deux le feu secret des adeptes, pour permettre d'ouvrir leur matière et de pénétrer au cœur du grand œuvre. On voit donc ce dragon qui est pulvérisé dans le mortier. Et pour attaquer ce dragon, il va falloir, dans le feu, y adjoindre la lance du chevalier, qui elle-même est réduite en poudre. Et y adjoindre l'élément spirituel, c'est-à-dire les deux sels. Le premier sel, dans la proportion du 15e du tout, c'est-à-dire du dragon et du chevalier armé de sa lance, et le second sel, c'est-à-dire la moitié, cette fois-ci, du tout. On parfait le mélange. Le creuset, préalablement chauffé au rouge, va désormais accueillir les matières en son sein, par fractions successives. Des heures s'écoulent avant la fin de la première purification. Et maintenant, nous allons opérer la liquation pour séparer le mercure blanc du caput mortuum, de la tête de corbeau. Voilà le premier mercure séparé de la tête morte, le caput mortuum. On va purifier maintenant ce mercure en lui adjoignant les deux sels.
on va obtenir un mercure qui sera purifié, plus noble, plus beau. Et là, on a déjà la première apparition du miroir de l'art. Notre mercure s'est bien purifié. À la fin de la deuxième purification, nos alchimistes obtiennent l'émeraude des philosophes ou vitriol. Nous obtenons notre vitriol à la place du caput mortuum. Et cette substance est vivante et c'est également le lion vert. À la troisième purification, qui clôture le premier œuvre, c'est enfin l'obtention de l'étoile de Compostelle, ou étoile des philosophes. Voici l'étoile de Compostelle, étoile du compost. La Vierge noire s'est transformée en Vierge blanche. C'est l'aube naissante, la lumière, la licorne. Pour le deuxième œuvre, nos alchimistes calcinent les scories ou capoutes du premier œuvre, auxquelles ils ajoutent l'émeraude, puis l'étoile. En fondant, l'étoile génère l'eau mercurielle. Celle-ci, en imprégnant l'ensemble de la matière obtenue, donnera, après 7 à 9 sublimations, le rubis, qui sera le germe de la pierre philosophale. Cette phase prendra plusieurs jours. Nous sommes en train d'extraire le germe de la pierre philosophale, autrement appelé le rubis, la chose double, ou la rémore, ou encore le rémora. Voilà les composés salins pour former la coque du troisième œuvre. Le troisième œuvre, ou la grande coction, commence par la confection de l'œuf philosophal. La coque, en partie confectionnée, le rubis, sera positionnée à un emplacement très précis, tenu secret par nos alchimistes. Je vais combler la coque, partie supérieure. Voilà, la coque est terminée et elle va maintenant maturer au feu de roue, comme disaient les anciens alchimistes. Nous entreprenons la grande coction. Nous aménageons donc l'œuf philosophal dans son nid. Le feu de roue de la grande coction se poursuit. Nous testons ici la température qui a dépassé très largement les 400 degrés Celsius. Alors nous arrivons à la température de 525, 530 degrés Celsius, qui est la température de fin de coction. La coction étant terminée, j'extrais le creuset du four, de la tanore. La grande coction est le processus d'élaboration de la pierre philosophale qui permettrait dans un premier temps d'obtenir l'or potable, médicament universel ou encore élixir de longue vie. Cet élixir est obtenu par dilution de fragments de la pierre rouge. La pierre a transmis sa teinture au monstrum utilisé ici, c'est-à-dire en fait de l'alcool pur.
D'après les alchimistes, l'absorption de cet élixir par un être humain aurait pour effet tout un enchaînement de métamorphoses. Cet homme, sous l'effet de l'élixir de longue vie, connaît des transformations, notamment des sueurs abondantes, c'est toujours le signe de purification. D'autres transformations interviennent, généralement les cheveux tombent, les ongles aussi, parfois même les dents, mais l'espoir est en train de renaître chez lui, parce que depuis sa bouche sort un phylactère, et le phylactère explique que quelque chose de sacré est en train de se dérouler. Et puis, quelques semaines plus tard, une fois que la grande purge a fait son effet, les choses reprennent leur état normal. Nous voyons le résultat de la métamorphose. On voit le même vieil homme rajeuni. Les bras sont des bras apaisés. Et puis au-dessus, on voit la présence d'un ange, c'est-à-dire qu'on a quitté la terre pour rejoindre le ciel. L'artiste nous montre que l'adepte va rejoindre l'autre réalité, c'est-à-dire ce monde invisible, le monde de ses origines, c'est-à-dire le monde de la source primitive qui a donné naissance à toute la vie du cosmos et à toute la vie en général. Lorsque par le moyen de l'élixir, les alchimistes parlent de l'obtention de la vie éternelle, celle-ci ne serait pas terrestre, mais dans une autre dimension, un autre monde, avec parfois de simples apparitions parmi les humains. La véritable question peut se poser, y a-t-il corps physique, maintenance du corps physique ou corps de gloire? Puisque toutes les traditions religieuses y font allusion. C'est l'or et glorieux, comme l'envisage saint Paul, c'est-à-dire en fait le corps glorieux de l'être. Voilà. On pourrait parler donc d'une sorte de, non seulement de transfiguration, mais peut-être de résurrection, donc, dans un corps subtil. Voilà jusqu'où nous engage l'alchimie. Donc l'alchimie est beaucoup plus même qu'une philosophie, c'est une réelle mystique. L'obtention de l'élixir serait, pour les vrais alchimistes, le réel objectif de leur recherche. Outre l'extraordinaire faculté de transmuter l'être, il aurait pour eux la capacité de prolonger la vie en régénérant les cellules et en soignant la quasi-totalité des maladies. Pour ceux qui se prétendent de vrais alchimistes, la transmutation ne serait en fait que le moyen de tester les réelles capacités de la pierre obtenue. Pour augmenter sa puissance à transmuter en argent ou en or, la pierre philosophale devrait subir au moins 3 multiplications, c'est-à-dire 3 nouvelles coctions, avec à chacune un rajout de germes. Nous sortons l'œuf philosophal et le phénix, la pierre, doit apparaître. Nous allons la fragmenter maintenant. On voit qu'en fait, il s'agit d'une teinture en masse. Environ 1 gramme de poudre de projection extraite de la pierre est enveloppée dans de la cire de bougie. Elle sera par la suite introduite dans un creuset contenant environ 120 grammes de mercure. Poudre et mercure ont été analysés. Ils ne contenaient aucune trace d'or. Le mercure doit être échauffé pendant plusieurs dizaines de minutes. Le mercure ayant atteint sa température d'ébullition et commençant à vaporiser, la boulette de cire contenant la poudre de la pierre est projetée dans le creuset pour que s'opère l'éventuelle transmutation d'une partie de ce métal vil. La matière étant actuellement en parfaite fusion, la transmutation est en train de s'opérer et nous n'allons pas tarder à opérer la coulée. Un alchimiste du XVe siècle, Nicolas Gros-Parmy, a écrit « La patience est l'échelle des philosophes et l'humilité la porte de leur jardin. » La transmutation s'étant parfaitement effectuée, nous opérons la coulée. L'or se manifeste.
Le morceau de métal doré de 8 grammes d'E tombé du creuset est-il bien de l'or, comme le prétendent les alchimistes? Cet échantillon a été soumis aux scientifiques du pôle technologique Casimir Daubière pour des analyses et investigations à propos de son origine. Cet échantillon métallique est un échantillon d'or, majoritairement constitué d'or, à raison de 80%, également 11% de cuivre et 9% d'argent. Donc c'est un échantillon qui est titré à 20 carats.